Voilà. Dans ce live, oh là, ah oui. Bon, les spectateurs, c'est qu'on aura peut-être des petits problèmes de connexion, mais ça devrait aller. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir sur ma chaîne vidéo, sur mon blog pour cette interview parce que tu es quelqu'un que je suis depuis très longtemps dans les entrepreneurs qui déchirent et je suis vraiment très heureuse de pouvoir t'interviewer. En fait. Merci Nathalie, merci beaucoup pour ton invitation. On a enfin réussi à se caler. Je suis très contente de pouvoir partager ce moment avec toi. C'est vrai que ça fait un moment maintenant qu'on se connaît toutes les deux et qu'on partage un bout de chemin. Donc merci beaucoup et voilà, hâte de vivre ce moment. Bon, on va commencer par une présentation de toi. Quel âge tu as, de quelle région tu es, la formation, ton expérience professionnelle, les formations que tu as suivies et ton domaine d'activité. Voilà. Ok. Donc, je suis Céline, je vis dans le Var depuis 3 ans sur la Côte d'Azur. Je viens du nord de la France, pas loin entre Lille et Arras. D'où je suis native et je vais avoir 38 ans. J'ai 2 enfants, 2 petites filles. Et voilà, donc tu me demandes mon parcours. En fait, c'est un parcours un peu, voilà, je pense comme pour beaucoup de notre génération, où aujourd'hui, il n'y a plus une carrière qu'on suit d'un point A des études jusqu'à la fin de notre vie. Ça va être ça pour toujours. Je pense qu'on est dans un monde de possibles illimités, donc ce qui nous laisse la possibilité de tester plein d'expériences. Et puis, j'aime beaucoup aller butiner ce qui m'intéresse à droite à gauche sur des sujets qui me touchent. Et donc, voilà, donc je viens d'un parcours littéraire et j'étais destinée à être prof d'espagnol ou prof de français en Espagne. Finalement, j'ai découvert la vente dans un contrat étudiant. J'ai atterri dans le prêt-à-porter. J'ai trouvé ça tellement génial. C'était super intéressant, le lien avec les clients, la compréhension de comment fonctionne une entreprise, comment fonctionne un magasin, comment on travaille en équipe. Enfin, ça m'a tellement passionnée que j'ai voulu mettre mon énergie dedans. Donc, au bout d'un certain temps, j'ai arrêté mes études d'espagnol parce que ça m'allait plus du tout d'être assise sur les bancs de la fac. Et pour éviter d'avoir des regrets... de pas avoir fait Erasmus, je suis partie vivre en Italie, le truc qui n'a rien à voir, tu vois. Mais j'aime les langues latines, la Méditerranée, tout ça, donc voilà, je me suis retrouvée en Italie. Puis quand je suis revenue, j'avais besoin de retrouver ce contact avec le monde, avec les clientes, etc. Donc je suis retournée dans la vente. Puis j'ai commencé à avoir envie d'entreprendre déjà à ce moment-là, parce qu'en fait, les évolutions de carrière dans le prêt-à-porter, enfin dans la distribution en général, c'est très long et on te demande de fournir toujours plus de travail pour très peu finalement d'évolution professionnelle. Et donc, c'était trop long pour moi, j'en avais assez, puis j'avais déjà des rêves d'indépendance. Donc, à l'époque, Nouveau Look pour une nouvelle vie était sorti avec notre fameuse Christina. Et je trouvais ça génial, en fait, d'accompagner les gens, mais d'un point A à un point B, c'est pas juste les habiller pour une tenue, les aider à trouver leur look, c'était sur quelque chose de plus durable. Et donc, j'ai commencé à vouloir entreprendre à ce moment-là. Et ma conseillère Pôle emploi, à l'époque, elle était dépitée parce qu'il y avait 0 dispositif. On était en 2006, il y avait quasi rien qui existait, elle était perdue. Ils n'avaient pas de système à l'intérieur qui leur permettait d'aider les porteurs de projets ou ceux qui avaient envie d'entreprendre. Puis, au bout d'un an, à avoir galéré un petit peu, tu vois, j'ai commencé à me former à la coiffure, à l'esthétique, machin. Je dis, bon, allez, je retourne au salariat parce que de toute façon, financièrement, il faut quand même que j'arrive à payer mes charges. Et donc, de là, j'ai évolué vers un poste de responsable de boutique. Et en fait, mes supérieurs me mettaient sur des magasins en difficulté. Donc, en fait, j'auditais des commerces. Je les remontais. Puis après, j'en avais assez. J'avais envie d'autre chose. Tu vois, le côté, l'ennui, pour moi, c'est beaucoup plus lourd que la pression. Donc voilà, donc du coup, j'ai arrêté au bout d'un moment et puis j'ai essayé formatrice en pré-pro commerce pour un public Pôle emploi. Donc c'était des gens en reconversion et surtout en reconversion sociale. Enfin, c'était retrouver du lien social et une vie professionnelle. Donc c'était super intéressant, mais je trouvais que la machine était trop lente en fait pour pouvoir vraiment accompagner les gens de bout en bout. Donc ça m'a pas plu, j'ai arrêté. J'ai fait de la VDI en cosmétique biologique, donc de la vente à domicile pendant un certain temps. J'ai adoré aussi, mais après, au bout d'un moment, ça m'a lassé. Donc, j'ai arrêté. Et puis, en fait, je voulais entreprendre en tant que consultante en management dans les TPE-PME. Et en fait, de là, le sexisme est arrivé.
vous êtes jeune, vous avez 28 ans, vous êtes une femme, c'est pas la peine d'y aller, on vous écoutera pas. Ok, puisque c'est ça, je veux faire valider mes acquis. Donc, je veux absolument intégrer une école de commerce, puisque j'avais droit au fonds justif, etc. Donc, je vais rentrer à l'EDEC, je vais essayer de faire ça. Puis, en fait, ça s'est très bien passé. Je correspondais tout à fait au profil. En fait, j'avais fait du management, c'était ce qui était demandé, etc. Et donc, j'ai intégré le cycle supérieur de management à l'EDEC, à Lille. Super expérience parce qu'en fait, par rapport à un accompagnement traditionnel avec un consultant qui travaille pour Pôle emploi, qui m'a amené à voir toujours de plus en plus petit. Vous voulez faire une société? Non, monter une auto-entreprise. Vous voulez louer des bureaux? Non, faites ça de chez vous. J'ai pas de bureau. Faites ça de votre salon. Enfin, ce genre de truc-là. À l'EDEC, c'était carrément l'inverse. Et on s'amusait un peu à découvrir comment fonctionnait l'entreprise, mais vraiment de la pensée et de la création d'entreprise à comment je vais gérer et piloter une entreprise. Donc, c'était deux mondes qui se confrontaient, quoi, finalement. Et puis, comme j'ai continué d'être accompagnée, j'ai validé mon diplôme, etc. Tout s'est très bien passé. On a fait des audits, c'était super. Et puis, après, quand je suis retournée accompagnée par Pôle emploi, puisqu'à l'époque, j'étais accompagnée toujours par eux et ce cabinet de consulting, c'était la petitesse, la petitesse, la petitesse. Puis, en fait, au bout de 2 ans de Pôle emploi, même si tu as fait une école de commerce, tu te sens un petit peu pas très bien. Ta confiance en toi, elle n'est pas au top niveau. Et tu te dis, je vais écouter le monsieur puisqu'il est expert dans le domaine. En fait, avec les années, ce que je me dis, c'est que on n'a pas la même perception de l'entrepreneuriat. Il y a autant de raisons pour entreprendre qu'il n'y a d'entrepreneurs finalement. Et lui, il accompagnait surtout ceux qui cherchaient des business rentables, en fait, des marchés porteurs. Et donc, du coup, il était centré sur cette efficacité. Si c'était dans la sensibilité, si tu veux, là, c'était le conseiller en images. Son conseil, ça a été super, mais vous pourriez aussi monter un truc dans les sites de rencontres, ça cartonne. Vous pourriez monter une station de lavage auto, ça cartonne, c'est super rentable, etc. Mais lui, son objectif, c'était de trouver des marchés porteurs, enfin des secteurs porteurs, pour que tu sois un chef d'entreprise qui gagne beaucoup d'argent. Et pas, il n'y avait pas ce côté, la sensibilité du sujet que tu pouvais avoir. Il y a une passion pour la gestion et la création d'entreprise, et il y a le côté, j'aime ce que je veux faire sur le terrain. Enfin voilà, tu vois, c'est des visions différentes, et c'est ce qui ressort encore aujourd'hui. Voilà, je trouve que chez les femmes, on a plus cette sensibilité-là d'aller vers quelque chose qui nous intéresse. On a besoin de sens, d'aller trouver le secteur et alors que dans un environnement plus masculin, on va chercher plutôt, moi, comment je m'épanouis en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant, peu importe le sujet finalement. Enfin bref, ça pourrait durer longtemps, cette présentation. Mais voilà, donc pour te resituer le parcours, j'ai commencé une première auto-entreprise du coup en 2012. Et puis en fait, j'étais trop seule, je me sentais vraiment trop seule là-dedans, je n'étais pas très accompagnée, enfin je me sentais vraiment perdue. Et j'avais besoin d'échanger avec des gens. Donc j'ai commencé à rejoindre des réseaux de bien-être, puisque c'était mon secteur d'activité. Puis j'ai découvert qu'on pouvait créer un espace de coworking dédié au bien-être. Donc je me suis dit, tiens, je vais me lancer là-dedans. Donc j'ai trouvé une maison, on a fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit un espace de coworking. Puis du coup, c'était un espace collaboratif. C'était génial comme aventure, mais en fait, ce que j'avais pas mesuré, c'est qu'en créant ça, c'était une entreprise supplémentaire par rapport à ma propre entreprise, alors que je le réfléchissais plutôt comme quelque chose de plus associatif, de moins exigeant en termes de cadre et de structure. Ce qui fait qu'en fait, je devais délaisser un bout des deux en fait à chaque fois. Soit je devais délaisser un bout du coworking, soit je devais délaisser un bout de mon activité. Ce qui fait que c'était épuisant et très chronophage. Finalement, j'avais plus de vie privée. Et au bout d'un moment, il a fallu faire des choix parce que financièrement, ça devenait compliqué. Quand tu es à moitié sur les deux, tu fais pas du bon travail. Donc du coup, j'ai laissé l'espace de coworking et en plus, on devait quitter la région pour venir dans le sud et c'était finalement un boulet au pied quoi quelque part. Et donc, bref, les choses se sont enchaînées, j'ai arrêté, mais par contre, j'ai sombré à ce moment-là dans une grande dépression, au point d'en avoir des idées noires, parce que je me disais, mais moi, je veux faire ça, je veux être entrepreneuse, je veux être chef d'entreprise, mais si c'est pour le vivre comme ça, dans la bricole, dans la débrouille, devoir aller toquer aux portes et puis avoir des peut-être, je sais pas, éventuellement, et pas de vraies réponses claires et de structures claires, ni de coordination entre toutes les structures, c'était vachement de perte de temps pour tout le monde. Et puis, du coup, tes droits, ils arrivent à terme, tu n'as plus rien comme revenu. Puis, tu te retrouves dans une situation de précarité alors que tu as tout pour que ça fonctionne. C'est juste que voilà, dans l'organisation, tu vois, dans la coordination, c'est un peu compliqué. Puis toi, tu n'as pas non plus le réflexe de penser
comme un gestionnaire, comme un dirigeant, tu survis, en fait, tu es haletant, au-dessus de tous tes pôles, hein, à la fois la partie terrain de ce que tu vas faire, et puis bah, du coup la partie gestion, l'organisation, la structure, le marketing, la com, tout ce que tu connais. Et donc, du coup, à un moment, un soir de désarroi, je me suis dit, faut que j'arrive à parler avec mes copines, puisque je peux pas le faire sur mon mur Facebook. C'est compliqué, j'ai des clientes, j'ai des prospects, enfin, c'était des gens de ma famille qui comprenaient pas ma réalité, puis ou des amis, où je me sentais pas soutenue. Et puis, bah, du coup, j'ai créé pour moi et mes copines les EQD, donc les entrepreneuses qui déchirent, un soir de novembre 2014. C'était ça où je finissais sur les rails d'un train. Enfin, tu vois, tu vois, c'était tellement, t'es tellement dans la tête dans le jus et toute seule dans ton petit bureau à ruminer que tu vois pas d'issue. Enfin, c'était vraiment une étrange période. Je sais pas si ça te parle. Mais... Vraiment. Voilà, tu as créé le groupe des entrepreneuses qui déchirent. Moi, j'ai dû le découvrir en 2015, je crois. Est-ce que tu pourrais nous parler de sa philosophie? Quelle est ta philosophie, en fait, par rapport aux entrepreneuses qui déchirent? Bah, en fait, ce que je remarque quand on s'installe au départ, c'est qu'on est vachement dans la peur de la concurrence. Du coup, tu vois la personne qui fait le même métier que toi comme une ennemie potentielle, enfin, voilà, ou quelqu'un que tu vas avoir dans le viseur et tout. Et puis en plus, le conseil qui m'avait été donné moi par ce fameux consultant, qui était très bien, mais pas pour moi, c'était pas pour un public d'auto-entrepreneurs, enfin tu vois, de jeunes entrepreneurs, c'était vraiment pour des dirigeants. Et il me dit, faites ce qui est déjà existant, et puis vous cassez un peu les prix, puis vous allez rafler le marché. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça marche. On n'est pas Intermarché, on n'est pas Lidl, on n'est pas Leclerc. Donc à un moment donné, c'est comment, surtout qu'en plus, on est chacun différent, on est chacune différente, et on a chacune notre propre sensibilité, notre propre valeur ajoutée, nos avantages, voilà, par rapport à une autre personne. On est, voilà, si tout part de nous et qu'on part du principe où on crée dans quelque chose qui nous passionne, bah, mettons-y toute notre passion, enfin toute notre sensibilité, et c'est là où en fait ça va faire la différence. Et donc j'avais vraiment du mal avec cette notion de concurrence version Intermarché Lidl, quoi. Donc j'avais besoin d'être avec des consoeurs. Et donc c'est comme ça que le groupe il a été constitué. Ça doit être bienveillant. On est là entre consoeurs. On n'est pas là entre concurrentes. On n'est pas là entre gna gna gna. Enfin moi les trucs de cours d'école, ça m'irrite au possible. Et donc, bah, j'étais avec mes consoeurs, en fait. J'étais avec mes consoeurs conseillères en images. Enfin, au départ, c'était des coachs et des conseillères que je connaissais. Et puis, bah, la philosophie, elle part déjà de là, quoi. C'est pas parce qu'on est sur Facebook qu'on est obligé d'être dans la mentalité Facebook. Puis je trouve que les années avançant, c'est encore pire. Qu'en 2014, c'était beaucoup plus bienveillant, beaucoup moins comme ça, polémique, etc. Et donc, du coup, ouais, c'était la philosophie, c'était bienveillance, non-jugement. Parce que bah voilà, on a toute notre histoire, tous nos bagages. Enfin, il n'y a pas une personne qui sait mieux que l'autre ou qui est supérieure à une autre et qui a enfin voilà, pas de condescendance, pas ce genre de truc-là. Et donc bienveillance, non jugement, et puis bah, participation, quoi, de fait de pouvoir participer, voilà, avec toute transparence, etc. Donc c'était surtout ça en fait, et le fait de ne pas faire de pub, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de groupes de pub qui existaient. Donc ça, c'est vraiment le truc relou, parce qu'on est obligé de faire la police. Toi, tu connais très bien, tu as été la modératrice principale, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça a été des conseils qui ont été donnés, et puis qui sont encore donnés dans des formations de marketing, comme quoi se servir des groupes pour aller prospecter. Oui, mais il y a une manière intelligente de le faire, quoi. Il y a une façon intelligente de le faire, et beaucoup plus bienveillante envers les admins en plus, parce que c'est vraiment relou d'avoir à gérer ça. Puis bah, du coup, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de pouvoir partager sur nos aléas d'entrepreneuse, de pouvoir se booster, de pouvoir donner des astuces, de pouvoir répondre à des questions de droit social, de fiscalité, enfin ce genre de choses-là, mais aussi bah, de se motiver mutuellement, d'appuyer sur les forces de chacune. Et voilà, donc il était construit il est construit, et toute la démarche OQD de manière est construite dans cette vision. Solidarité, bienveillance, non-jugement. Alors, est-ce que, en fait, on va partir sur ton futur, ton projet, là, ce qui est actuellement. Est-ce que les mouvements comme MeToo ont eu un impact sur tes projets? Et comment, en fait? Voilà.
Bah, forcément, ça a eu un impact dans le sens où ce qui me choque vachement, c'est qu'en fait, la question des violences sexuelles ou le sexisme, etc., bah, en fait, on y fait toute face, quoi. Et, euh, et oui, ça a eu un impact parce que je trouve que autant, et même moi, enfin, on est conditionné en fait pour. Je me revois en tant que responsable magasin, tu vois, et où on te dit que dans surtout enfin, en fait, dans la région dont je viens, on a une conscience professionnelle très forte. Tu vois, c'est hyper. Le travail a une valeur importante, le sens de l'effort aussi. Enfin, tu vois, c'est la culture minière, j'ai envie de dire presque, tu vois, et de l'industrie qui a une grande influence. Et en fait, même la question de la maternité, tu vois, de la grossesse, etc., bah, c'était, enfin, même nous, en tant que femmes, quelque part, on pouvait être discriminante, tu vois, et on pouvait être, enfin, avoir des réactions, des réflexions, surtout quand tu l'as pas vécu, en fait, tu te dis, ouais, c'est bon, elle est enceinte, elle est pas malade. Sauf que quand tu as vécu une grossesse où tu es à terre, de A à Z, tu te dis, qu'est-ce que j'étais conne à ce moment-là, tu vois. Et je trouve que d'un point de vue culturel, c'est tellement ancré en fait que ce soit normal qu'on en fasse toujours plus, qu'on nous demande des résultats à la hauteur d'un chef d'entreprise qui n'aurait pas les mêmes complexités dans sa vie, où il n'aurait pas des enfants à gérer, ou telle situation, telle problématique, etc. Sa grossesse, hein, il ne tombe pas enceinte. Donc bah, ce genre de choses-là, tu te rends compte qu'en fait, ouais, il y a des déséquilibres en fait déjà au départ. Donc, je n'ai pas eu besoin d'un temps de MeToo pour ça, parce que depuis conseiller en image, et puis même depuis que j'ai toujours accompagné des femmes, donc il y a eu forcément des retours, des partages très intimes, où bah, voilà, tu te rends compte que bah, il y a une violence quelque part qui est existante depuis qu'on est né envers le genre féminin. Après, MeToo, je pense que ça met un coup de projecteur. Enfin, c'est en ce moment, en fait, qu'il faut parler de toutes ces choses-là. C'est en ce moment que, bah, il faut vraiment que les langues se délient, parce que c'est devenu trop normal, en fait, d'accepter ce genre de situation ou ce genre de pression sociale. Enfin, voilà. Ouais, ça a eu forcément un impact. Alors, quels sont tes projets pour les entrepreneuses qui déchirent? Comment te résumer ça? Avec tous les enfin, le but, c'est de créer un écosystème où, en fait, entre vous, vous arriviez à vivre plus vite de vos activités. C'est pas normal, en fait, qu'on passe 2 ans à aller chercher de l'information. C'est pas normal qu'on passe autant de temps à rassembler et faire vérifier les informations de manière à ce qu'on ait quelque chose de fixe, en fait, et que ça change pas. Enfin, voilà, la vie change et on sait que tout, enfin, le cadre change et évolue. Par contre, c'est un peu dommage qu'on mette autant de temps à cheminer pour trouver des réponses qu'on a déjà, en fait, ou si on avait la réponse, je sais pas, administrative, juridique, tout de suite, bah, en fait, ça résoudrait la réflexion, en fait, déjà bien avant. Donc, de créer tout l'écosystème qui vous permette de vivre de votre activité à la fois en apprenant ce qu'est entreprendre, mais sans une vérité absolue, parce qu'il n'y en a pas en fait. Tu le vois toi-même aussi, je pense. C'est vraiment un cheminement du quotidien en fonction de notre propre évolution et de nos aspirations, mais c'est surtout apprendre déjà à s'écouter soi pour voir vraiment ce qu'on a envie de vivre et d'expérimenter. Donc à la fois sur la partie connaissance entrepreneuriale, mais après sur la partie bah, quels outils moi je peux créer pour que on accélère le mouvement en fait. Donc, bah, il y a le réseau officiel, parce que bah, jusque-là, on est resté sur Facebook et puis à bricoler pendant 3 ans par rapport à des outils techniques qui ne fonctionnaient pas. C'est bah, voilà, maintenant, on va créer les outils qui vont bien pour pouvoir vraiment créer ce fameux réseau. De créer aussi le système qui va faire que bah, ces filles du réseau bah, ne soient pas toutes seules derrière leur écran, mais c'est concrètement qu'est-ce qu'on leur propose pour que bah, elles aient l'élan, la motivation d'avancer, et puis en même temps les supports techniques qui le permettent. Et puis bah, après, de créer cette fameuse marketplace hein, dont vous savez vous savez que je planche dessus depuis bah, le confinement hein, qui a été vraiment le coup de projecteur sur bah voilà aujourd'hui j'ai pas de marché de créateurs, aujourd'hui j'ai pas de salon, rien n'est prévu, comment je fais pour continuer de proposer mes produits et mes services, bah, de créer ce fameux outil en fait hein, qui va décupler. Moi je veux que enfin voilà une femme qui entreprend bah, elle n'attende pas 2 ans 3 ans avant de vivre de son activité. Voilà. Ce, dans une ambiance que je veux que je veux qu'on conserve détendue, sereine, conviviale, soutenante, non jugeante, bienveillante, mais de la vraie bienveillance, pas la bienveillance. Je te dis parce que je suis bienveillante, quoi. Je te dis ça de manière très abrupte, mais c'est très bienveillant finalement. Moi, non, non. Je crois qu'on a assez d'agressivité,
de violence dans notre quotidien, on n'a qu'à aller sur Facebook pour la voir. Hein, donc, on n'a pas obligé d'en rajouter. Si on pouvait continuer d'avancer main dans la main et puis dans cette vision, voilà, rendre les femmes autonomes, indépendantes financièrement, mais voilà, dans quelque chose d'un peu différent de ce qui se fait. Donc, alors pour la marketplace, il y aura des abonnements, il y aura des choses comme ça. Est-ce que tu peux Écoute, nous en parler un petit peu? C'est pas encore abouti en termes tu vois, ces critères-là, ils sont pas encore totalement terminés. Donc, je ne vais pas parler de tout ça. J'ai envie que ce soit en fait accessible à un maximum de femmes, mais qu'il y ait aussi un cadre autour de ça, c'est-à-dire que celles qui vont rejoindre, enfin qui pourront accéder à la marketplace, forcément, enfin c'est les valeurs EQD, c'est la base, quoi. Donc du coup, c'est ce qui prend aussi beaucoup de temps parce que techniquement, il faut que les fonctionnalités elles correspondent à ce que, enfin voilà, au cadre EQD, à l'état d'esprit EQD, à la philosophie EQD. Voilà, le but c'est qu'on puisse, même quand qu'on vive bien de son activité, qu'on démarre ou qu'on en vive moins bien, que tout soit construit de manière équitable en fait, pour qu'on puisse y accéder, quoi. Est-ce que tu envisages des rencontres en réel, séminaires? Mais ouais, en fait, mais c'est hyper important. Il faut qu'en plus on puisse permettre ça, que vous puissiez vous rencontrer facilement et en plus que on puisse collectivement, tu vois, les marches conscientes pour aller collecter des déchets, tu vois, en même temps qu'on parle de notre entreprise, ça c'est quelque chose qui me tient hyper à cœur. Le fait de pouvoir s'assembler pour faire des pique-niques, ça me tient hyper à cœur. Le fait qu'on puisse aller au resto, se faire tu vois, des petits moments conviviaux, c'est hyper important, ça me tient hyper à cœur. Donc oui, faut qu'on arrive à combiner à la fois le côté social et virtuel, tu vois, et le côté physique, parce que y a un besoin de pouvoir connecter physiquement. Je trouve que le confinement, en plus, il a mis encore plus en lumière ça. C'est finalement quand on est tout seul, c'est pas si marrant. C'est bien le virtuel, mais ça suffit pas. Donc ouais, il y a plein de choses prévues. Hein. Vous saurez tout. Comme ça. Comment? Des pôles régionaux, des choses comme ça, ouais, un peu. tout à fait. Donc tu vois, c'est une liste que j'ai envoyée à Régina ce matin. Les EQD de là. Donc régionaux et puis après aussi des événements plus locaux comme ici, tu vois. Les fameux week-ends. J'ai fait d'ailleurs une photo, je la mettrai tout à l'heure, du fameux amphithéâtre hier soir, qui est sur la plage. Enfin voilà, les choses sont en cours. Vraiment qu'on ait tout, quoi. Qu'on ait tout. Les maisons aussi vont permettre ça. Les fameuses maisons. Et donc, en fait, le groupe Facebook restera ou est-ce que tu vas plutôt externaliser tout sur comment ça se passe? Là, c'est pareil, c'est pas encore archi définitif, donc c'est toujours pour moi difficile de te donner une réponse précise. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça évoluera parce qu'on ne peut pas rester sur une plateforme type Facebook, c'est clairement insuffisant. Le fait qu'il n'y ait pas d'organisation dans Facebook, moi, c'est un brouhaha pas possible qui fait que je trouve pas ça efficace. Donc, du coup, là, à ce niveau de membres, il faut qu'on arrive à passer à autre chose. Sans savoir ce que clairement je ferai. Est-ce que j'appuierai sur le bouton archiver ou est-ce que je le laisserai comme ça? Je ne sais pas encore te répondre. En tout cas, c'est un très beau, c'est un beau projet. En fait, c'est même plus qu'un projet puisque ça va bientôt aboutir et franchement, ça va aider beaucoup d'entrepreneuses parce que on a tout été en galère, moi aussi, Et les nouvelles qui arriveront auront déjà l'avantage d'avoir cette marketplace, ça va vachement bien. Oui, il y aura le but, c'est que, il y a aussi, tu sais, des supports d'organisation aussi pour apprendre à s'organiser en fonction de soi, de sa propre vie. Tu vois, qu'on n'ait pas en fait, à chaque fois qu'il y aura un point bloquant, il faut qu'on arrive à travailler sur le point bloquant pour le débloquer. Parce que ce point bloquant-là, c'est celui-là qui peut tout freiner. Donc, et puis vous, en fait, de par votre retour d'expérience, votre recul, votre prise de hauteur par rapport à vos années d'entrepreneuriat, vous allez être en capacité aussi d'aiguiller, d'accompagner une entrepreneuse qui voudra. Avec un système de, entre guillemets, marrainage, ce qu'on peut pas dire complètement. Et puis au bout d'un certain temps, celles qui voudront devenir marraines, qui seront présentes aussi, elles pourront candidater pour le devenir, pour accompagner. Il y a aussi par rapport
tu parles des rencontres physiques, donc il y a les fameuses maisons dont on a parlé sur les plus petits espaces. Mais aussi, tu vois, ce qui se passe beaucoup, c'est l'isolement par le. Enfin, voilà, j'habite dans la campagne de machin, je suis toute seule, il n'y a rien qui existe près de chez moi, qu'est-ce que je peux créer? Donc, de pouvoir animer des groupes de parole locaux, je suis certaine que des EQD dans ce coin-là, il y en a. C'est juste qu'on ne sait pas parce que on n'a pas l'outil qui va nous permettre de connecter avec des filles qui sont près de chez nous. Donc, ouais, tout est pensé pour que ce soit valeureux pour tout le monde. Et donc, en fait, alors par rapport à ce projet, tu as créé des partenariats ou est-ce que tu as eu des aides, voilà, des aides, pas des aides financières, je dirais, mais des aides plus pour t'aider à tout organiser, à tout niveau gouvernemental, par exemple. Est-ce que tu as pu… Là, pour l'instant, en fait, je contacte les gens qui pourraient… en fait, je me dis, on pourrait co-créer ensemble des choses. C'est pas juste chaque acteur. Enfin, je trouve que c'est dommage quand on communique pas ensemble, en fait, pour capitaliser sur vraiment chaque force de chacun et les réflexions, les partages, les retours des membres, des communautés, des personnes qui vivent l'expérience entrepreneuriale sur le terrain pour gagner en efficacité. Donc, ouais, ce serait intéressant. Moi, j'aimerais beaucoup… co-créer, enfin voilà, avec tous les acteurs possibles, que ce soit les chambres de commerce, d'industrie, que ce soit les chambres de métier et l'artisanat, que ce soit les boutiques de gestion, entreprises, enfin, qui que ce soit, comme le gouvernement, comme des partenaires privés. Au plus on est efficace dans ce qu'on fait et dans ce qu'on fait chacun, et au plus on met en… Enfin, voilà, c'est là que ça crée de la valeur, en fait, pour tout le monde. Donc, des aides, en fait, je vais les chercher, quoi. Moi, je contacte les gens, je dis, voilà, moi, je pose ça là. Je crée ça. Si vous pensez qu'on peut faire quelque chose ensemble, si vous pensez que ça peut vous apporter, comme ça peut apporter aux membres de la communauté, allons-y, quoi. On y va. Okay. Alors, comment définirais-tu ton âme d'entrepreneuse? Dis-moi, vas-y. Je sais pas, hein, c'est une question que je pose en fait à chaque fois dans mes interviews parce que j'aime bien voir. Aucune entrepreneuse ne définit son âme d'entrepreneuse de la même manière. Et en fait, moi, je pense que toi, moi, en le voyant d'extérieur, ça serait vraiment quelqu'un qui a envie de donner, de partager, qui est dans tout est possible. Mmh. C'est ça. En fait, je pense qu'on mérite le meilleur, hein, pas moins que le meilleur, tu le sais. Pas moins que le meilleur, c'est le fil conducteur. On ne mérite pas moins que le meilleur. Et puis, comment on peut faire pour vivre ce meilleur-là? Je vais devoir prendre des décisions pour moi, mais aussi je vais devoir lâcher ce dont j'ai vraiment pas besoin et qui m'appartient pas et aller construire moi ce que j'ai envie de mettre dans ma recette de mon meilleur. Et mon âme d'entrepreneur, en fait, pour moi, elle fait pas de sens si je suis toute seule mon aventure d'entrepreneuse, elle fait pas de sens si je suis juste moi et mes clientes. Je trouve que il y a tellement de richesse humaine, en fait, il y a tellement de choses à partager collectivement qu'au plus on permet ces partages-là, au plus la société, en fait, elle se porte mieux. Nous, en tant qu'individus, on se porte mieux. Nos familles se portent mieux. Nos relations sociales vont mieux et puis du coup c'est un impact d'un point de vue sociétal à mes yeux, quoi. Donc mon âme d'entrepreneuse, je dirais que elle s'épanouit quand elle est dans le collectif, quand elle est dans la sororité, parce que voilà, c'est dans cette vision fraternité, sororité, parce que finalement on arrive à co-créer ensemble. Et puis d'aller chercher toujours, moi j'aime bien identifier le problème à la source et puis travailler sur le problème à la source. Donc, chaque fois qu'il y aura des trucs, on ira chercher à la source et puis on essaiera de trouver une solution. Mais tout est possible, clairement, c'est ça. Exactement, ouais. PMQLM. C'est pas moins que le Totalement. Si tu avais un ou des conseils pour une future créatrice d'entreprise, ça serait quoi? Le premier conseil que tu lui donnerais, ça serait quoi? De s'écouter elle et de fermer ses oreilles à tout ce qu'on pourra lui dire. Ah, très bien ça. D'écouter vraiment à l'intérieur ce que ça dit, là, le cœur, l'appel de l'âme, il dit quoi aussi, parce qu'en fait, on sait à l'intérieur de nous qu'on veut permettre. Ça peut prendre des formes différentes. Ça peut être pendant un temps donné de telle façon pour tel projet.
Puis dans 3 ans, ça changera. Puis dans 4 ans, ça changera. Puis dans 5 ans, ça évoluera encore parce que on est des êtres humains, on évolue. Chaque jour, on apprend quelque chose. Chaque jour, il y a des nouveaux possibles. Donc, de s'écouter elle et de ne pas attendre une vérité absolue. Donc, qui va sortir de la bouche de quelqu'un ou d'un livre ou d'une formation. Il n'y a pas de vérité absolue. C'est je vais prendre mes propres ingrédients qui parlent à qui je suis et aux valeurs que je porte. Ça va me servir pendant un temps donné, puis à un moment donné, ça ne me servira plus. Puis je laisserai, je passerai à autre chose. De ne pas hésiter à butiner, mais en même temps de ne pas faire de chaque partage une vérité absolue. Chacun a sa propre perception des choses. Chacune a sa propre perception. Et c'est une question de point de vue. Et du coup, on peut créer notre propre point de vue aussi. Alors, quels sont tes prochains événements? Qu'est-ce que la prochaine étape, là, c'est quoi à partir d'aujourd'hui? Mes rendez-vous avec tous les organismes financeurs. Cet après-midi, j'ai rendez-vous à la banque. La semaine prochaine, avec les institutions du coup, qui soutiennent le projet. Donc oui, c'est de terminer toutes ces démarches-là. Parce que oui, on est dans les levées de fonds. Et donc, du coup, voilà, de terminer tout ça, puis de commencer à maqueter tout ce qui est posé maintenant. Voilà, mes fichiers Trello sont à jour. Et donc, ça démarrera à partir de quand? À partir de avant la fin de l'année? Oui. Pour le 1er octobre, normalement, il y aura déjà matière. Moi, ce que je voudrais, c'est que pour les fêtes, on soit super bien préparé pour que pendant les fêtes de Noël, les EQD puissent bien vendre leurs produits sur la plateforme. Voilà. Top alors, ça c'est super. Ouais. C'est vraiment l'objectif de pouvoir terminer l'année 2020 mieux que comme elle a commencé. Ah oui, parce que oui, ça serait bien. N'est-ce pas? Alors, quel est ton mot de la fin? Alors, ça aussi, c'est une question que je pose toujours dans les interviews. Le mot de la fin, ce que tu veux. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance, fille. Tu sais ce qui est bon pour toi, fille. Donc, Très ouais. Ah, se faire confiance. C'est un travail du quotidien, c'est tous les jours en fait, tous les jours travailler à ça. Parce que ça va vite à se faire démonter voilà, le peu de confiance qu'on a pu reconstruire parce que ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an que c'est un peu compliqué. Et puis voilà, aujourd'hui ça va bien, puis paf, j'ai un truc qui me démolit ma motivation, j'ai un truc qui me plombe, on m'a fait une remarque et tout. Hop, tout de suite, qu'est-ce que je peux faire pour remonter ma confiance en moi? Je vais contacter quelqu'un que je sais qui va me rebooster. Je vais aller poster dans un groupe que en ce moment je suis un peu dépitée, j'ai eu ça comme commentaire. Comment elle gère ça? Je vais aller lire un bouquin inspirant. Je vais aller regarder un compte Instagram d'une personne que j'aime bien, qui me fait du bien. Je vais aller dans la nature. Je vais prendre l'air. Je vais passer un bon moment. Et je vais m'apporter de l'amour. Parce que ça commence par ça. C'est important, tout à fait. Bon, rien d'autre à ajouter? Écoute, je pourrais juste te dire de continuer de se faire confiance, de vraiment faire confiance en. Si j'ai envie d'entreprendre, c'est qu'il y a une raison pour ça. Si j'ai envie de changer des choses dans mon aventure entrepreneuriale, c'est qu'il y a une raison pour ça. Si j'ai envie de faire évoluer des projets, c'est qu'il y a une raison. S'écouter. Je te remercie beaucoup, Céline, pour cette interview. C'était vraiment top. Et puis, moi aussi, j'ai hâte de participer à ton projet qui est vraiment génial et que je vais me faire un devoir de partager et de promouvoir. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi pour ce moment et puis au plaisir de continuer de partager cette aventure avec toi.